Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Tout dans l'homme, son histoire, son imaginaire, sa mentalité, sa perception de la vie, est habité de deux ouvrages, les murs et les ponts. Et plus que leur utilité dans la vie de tous les jours, parfois leur absolue nécessité, leur symbolique est particulièrement forte. La symbolique des murs et la symbolique des ponts. Parce que les murs enferment et séparent, et même quand leur but est de protéger et d'isoler, ils n'en suscitent pas moins la présence de la menace de l'autre, du péril, de la peur. C'est tout le contraire des ponts qui rassemblent, qui unissent, qui enjambent les abîmes. Vous connaissez peut-être ce conte des deux frères dont les maisons étaient en face l'une de l'autre, d'un côté et de l'autre d'un fleuve. Ils se sont gravement brouillés et ne se parlaient plus. L'un des deux est allé chercher un maçon et il lui a demandé de bâtir un mur entre sa propriété et celle de son frère pour qu'il n'ait plus à le voir à chaque fois qu'il ouvrait sa fenêtre. Il partit en voyage et demanda au maçon de finir le mur avant son retour. Quand il revint, quelle ne fut sa surprise de voir qu'au lieu du mur, le maçon avait construit un pont qui enjambait la rivière et qui rassemblait les maisons des deux frères. Les familles de l'un et de l'autre couraient allègrement sur le pont portant des couffins, des plats, des choses et d'autres pour un repas familial que les épouses respectives des deux frères avaient organisé pour réconcilier les mêmes deux frères. Ceux-ci sont tombés dans les bras l'un de l'autre et ils ont voulu savoir où était le maçon pour le remercier. Quelqu'un leur a répondu qu'il était parti ailleurs, où on avait besoin de lui pour construire d'autres ponts entre les hommes. En Algérie, dans l'ouest du pays, un scandale à peine imaginable, un énième scandale qui défraie la chronique depuis quelques jours. Les autorités locales, comme on dit, ont décidé de construire un mur le long du littoral oranais pour, nous dit-on, empêcher les harragas d'accéder à la côte. Les travaux ont déjà commencé et des pans de murs ont fait leur apparition ici et là, défigurant gravement les sublimes rivages oranais. On n'en sait pas plus. On ne sait pas si le mur sera construit tout le long du littoral de Tunis jusqu'à Marset Ben Mehdi ou s'il y aura des tronçons de murs aux abords des côtes ciblées, d'où partent les flottilles des harragas. Et la question se pose d'emblée. Comment peut-on empêcher, par un mur, aussi haut soit-il, les gens d'accéder au rivage, à moins qu'il ne soit totalement infranchissable, avec des guérites et des vigiles armés, comme le mur de Berlin. Il faut rappeler aussi que Oran va accueillir dans moins de 3 mois les Jeux méditerranéens de 2022. La logique et le simple bon sens auraient voulu que tout soit entrepris pour rendre encore plus belle la côte de toute la région, la débarrasser des hideuses bâtisses en béton qui ont été érigées en violation de l'urbanisme et de l'esthétisme. Or, avec ce projet de mur, c'est l'inverse qui est en train de se produire. On aurait voulu défigurer délibérément la côte oranaise que l'on ne s'y serait pas pris autrement. Et la question se pose aussi.
Les décideurs de ce projet sont-ils dans cette perspective? Saboter les Jeux méditerranéens? Provoquer l'ire des riverains? Jeter le discrédit sur le pouvoir dans ce pays, sur ce qui lui reste de crédit et de sérieux? Mais cette histoire de mur n'est qu'une expression parmi tant d'autres de la vraie nature de ce régime. Des sorties tout aussi hallucinantes les unes que les autres, et qui interpellent par leur outrance, leur extravagance, leur vacuité, en même temps que leur énormité. Pourquoi ce régime recourt-il à de telles absurdités, à des déclarations aussi hallucinantes, à des mensonges aussi choquants, comme les 25 milliards de dollars de l'agriculture, la sommation faite par le président Tebboune à 2 secteurs très importants de l'État de passer à l'énergie solaire en moins de 3 mois, de cette décision du même Tebboune d'instituer et de finaliser une allocation de chômage en moins d'1 mois, ou cette autre sommation faite au gouvernement par le même Tebboune de doubler la production céréalière, étant d'outrance du genre qui ne peuvent pas ne pas poser question sur la santé mentale de cet homme. Est-ce là un manque de coordination, de perspicacité, de lucidité, ou n'est-ce là qu'une fuite en avant d'un pouvoir enfin de ressources qui ne sait plus quoi faire et qui se réfugie dans le tiré-barquisme? Oranie, le mur des hargamentations. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'aurai le plaisir d'avoir avec nous Idirou Nouren Brahim Younsi et Hassan Hiresh
Karim Naïtou Slimane s'excuse auprès de vous de ne pas être des nôtres aujourd'hui. Alors, Hassan Hairiche, merci d'être des nôtres. Vous êtes observateur politique, vous êtes avec nous depuis Paris. Merci Hassan d'être là. C'est un plaisir, merci pour l'invitation. Je salue nos invités, Brahim et Idir, et je salue votre équipe, techniciens, journalistes, et évidemment tous les téléspectateurs. Merci. Alors, Idir Ounouren, analyste politique depuis Paris, qui ne pourra malheureusement pas être des nôtres par Skype, il sera au téléphone. Idir, merci d'être avec nous. Bonsoir, M. Benchlouf. Merci de m'accueillir une nouvelle fois. Toutes mes amitiés à Hassan et à Brahim. Et je salue à travers vous tous celles et ceux qui nous regardent. Merci. Brahim Younsi, analyste politique, ancien cadre du MDA de 82 à 88. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Nous allons essayer de le retrouver. Alors, Hassan Hairiche, je crois que vous aurez compris le mur c'est pas le mur des lamentations, c'est le mur des hargamentations ou des hergmentations, puisque ce genre d'ouvrage généralement sert à arroser les copains. Mais le plus incompréhensible, le plus incroyable, est que pour, dit-on, lutter contre le phénomène de la harga, on a décidé de construire un mur entre la vie, si je peux dire, entre les gens, entre la ville et la mer. Un mur, Hassan Hairiche. Vous savez, il y a tellement de choses à dire là-dessus. D'abord, je vous félicite parce que vous avez trouvé le mot juste. Merci. Harga, évidemment, comment empêcher ça? Comment empêcher que les gens fuient une triste réalité? Comment empêcher que des jeunes qui souffrent dans leur quotidien puissent partir chercher des horizons plus cléments où ils peuvent éventuellement réaliser leurs rêves, exercer leurs talents, etc. Donc cette construction d'un mur, ça me rappelle le mur de Berlin. Bien sûr, toute proportion gardée. On a construit un mur de Berlin, pourquoi? Pour empêcher les Allemands de l'Est d'aller vers justement l'Allemagne de l'Ouest. Et parce que la RDA était un système coercitif, un système qui était d'ailleurs ami de l'Algérie. Moi, je me souviens quand j'étais étudiant à l'université d'Alger, et de quoi étaient tapissés les murs de l'université, c'était des photos où on montrait des paysans, des soldats, des ouvriers de la RDA, de la Corée du Nord, de la Yougoslavie, de la Russie, de l'Albanie, etc. Donc tout le monde qui était à l'époque sous l'influence directe ou indirecte du monde soviétique. Et donc on voit très bien que finalement cet esprit-là a continué de sévir dans les esprits de beaucoup d'Algériens, dans les élites et tout ça, et particulièrement évidemment dans l'esprit des dirigeants. Donc en fait, ce mur, on a vu à Berlin que conformément au fameux, je ne sais plus comment ça s'appelle, le livre de Marcel Aimé, la muraille où le narrateur traversait les murs. Le passe-muraille. Voilà. Il traverse les murs dans le roman. En fait, les Algériens vont traverser les murs. Ils traversent les murs de toute façon. On a beau ériger la muraille de Chine s'il le faut, mais ce sera pas ça qui va arrêter l'élan du cœur des Algériens qui voudraient vivre différemment, vivre autrement, vivre leur siècle. Parce que malheureusement, en fait, nous sommes dans une espèce de troisième phase. Nous avons vécu un 19e siècle où la domination était totale, où l'armée coloniale, d'abord
avant l'armée coloniale, le début du 19e, c'était la régence turque qui était un système absolument coercitif. Ensuite, l'armée coloniale qui a fait des ravages monstrueux. Et donc, c'était vraiment, comment dire, une domination absolument effrayante. Et nous avons vécu un XXe siècle de l'espoir, c'est-à-dire tout simplement que malgré la domination, malgré la colonisation, il y avait cette idée de libération des peuples, d'émancipation des peuples. Et donc, les Algériens se sont inscrits dans cette phase, justement, dans cette période de ce XXe siècle. Et puis, il y a le troisième cycle, qui est le XXIe siècle, qui est un siècle d'aspiration à la liberté individuelle, la liberté collective, l'aspiration au bien-être, l'aspiration au progrès, l'aspiration à l'ouverture, aux échanges, etc. Donc, au moment où, justement, il y a cette troisième phase, eh bien, nos dirigeants sont restés aux deux précédentes, c'est-à-dire à la force brutale et tout simplement aussi l'espoir déçu, l'espoir opprimé, l'espoir qui est complètement détourné. Et nous allons y revenir. Pardonnez-moi de vous interrompre, cher ami. Brahim Younsi est avec nous. Brahim Younsi, merci d'être avec nous donc. Merci, Brahim Younsi. Salut mon ami Idir et Hassan et tous les téléspectateurs. Alors, je vais vous lire d'abord, Brahim Younsi, quelques petits commentaires sur ma page Facebook. Najia Sylvie Ayrash, sur le mur des hargamentations. Lamentable, scandaleux, irréfléchi. Comment qualifier ce geste ignoble? Rachid Arab, pour faire tomber la fièvre, casser le thermomètre. Mina Mziane, je ris jaune. Wallah, sur quelle base et quelles études ce mur est conçu? J'ai la nette impression que le beau dérange, pauvre pays. Il n'est pas exclu que les frontières vont être murées par ces ignorants. Zarrouk Belmokhtar, le projet qui fait tomber les masques de l'incompétence. Nassima Assia, le mur de la honte. Manu Bob, bientôt le Hirak fera disparaître ce mur de la honte. Brahim Younsi, ce mur, est-ce que vous y avez compris quelque chose? À quoi est-il censé servir? Et qu'est-ce que c'est que cette idée farfelue? Si vous me permettez, parce que je vous ai entendu parler de décisions locales, c'est-à-dire de la région, des autorités locales oranaises. Oui, c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Hein. Oui, mais il me semble même, cela relève de la décision souveraine, me semble-t-il, du pouvoir central. Mais cette décision, me semble-t-il encore, n'est pas même souveraine. Ce n'est pas le pouvoir d'Alger, le pouvoir illégitime d'Alger, qui a pris la décision de construire ce mur de façon souveraine. C'est une décision qui lui a été, bien entendu, imposée. C'est une injonction qui est venue de l'extérieur, singulièrement et notamment de Paris et de Madrid. Cela est une évidence. Et il y a quelques jours... Attendez, Brahim Younsi, parce que là, vous soulevez un fameux lièvre. Hein. Vous êtes en train de nous dire que non seulement ça ne peut pas être les autorités locales qui puissent décider elles-mêmes d'une telle outrance, ça ne peut même pas être les autorités centrales, le pouvoir d'Alger. Selon vous, ce serait des pressions intolérables exercées de l'autre côté de la Méditerranée. C'est l'Eldorado auquel aspirent tous les Harragas et qui y vont par milliers et par dizaines de milliers de plus en plus. Selon vous, cela aurait été une pression exercée par le côté nord de la Méditerranée? J'ai dit encore davantage, des injonctions plus que des pressions, parce qu'on pourrait éventuellement résister à des pressions. Mais là, il s'agit d'injonctions. Et il me semble que le Premier ministre espagnol a téléphoné à Abdelmadjid Tebboune il y a quelques jours. Et cela pour lui demander de récupérer d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la manière,
les clandestins qui se trouvent en Espagne. Et c'est le cas également de la France, qui veut absolument que Alger récupère les clandestins algériens qui se trouvent sur son territoire. Et il y a de plus en plus d'injonctions de ce type, parce que le pouvoir d'Alger est dans une faiblesse qui fait que, à l'extérieur, les pays riverains de la Méditerranée lui demandent de récupérer ses ressortissants. C'est dire que ce qui se passe aujourd'hui, le pouvoir pour empêcher le gros des haragas, comme l'on dit chez nous, que les jeunes Algériens brûlent les frontières, ce qu'il fait, il dresse de nouvelles frontières. Parce que nous pensions que la frontière entre l'Espagne notamment et nous, c'est la Méditerranée. Aujourd'hui, la frontière algéro-espagnole notamment, c'est les villes côtières oranaises, en même temps qu'il abîme. Et les sites touristiques des villes maritimes d'Oran, comme les Andalouses et Ain Tork notamment, et en particulier, il dresse ces murs pour dire que la frontière de l'Algérie en Méditerranée s'arrête à ces villes côtières, à ces villes maritimes. C'est une nouvelle frontière que nous avons, c'est une nouvelle géographie qui est imposée aux Algériens. D'autre part, pour le pouvoir, c'est aussi une manière de résister au changement. Cette façon de faire, c'est empêcher le changement de se produire. Comment vous avez appelé ça, la haragamentation. Cette haragamentation, je reprends votre terme. Le mur des hargamentations. Le mur des hargamentations, mais cette hargamentation, c'est aussi le désir de changement dans le pays qui fait que les jeunes Algériens brûlent les frontières, comme l'on dit. Et cette haraga pose des problèmes, déstabilise. Et restez avec nous, Brahim, aussi. Pardon de vous interrompre, je reviendrai à vous. Idir Nourn, merci d'être avec nous. Je vous remercie. Quoi dire, vous l'avez dit, et je vous félicite pour le titre. Vous nous rappelez notre jeunesse qui de Bab el-Oued à Sid el-Fouari au cours de la révolution d'Alabad n'aurait pas fait mieux. Je vous félicite déjà pour le titre, et Brahim l'a déjà fait à demi-mot. Que dire de ce mur? Pour moi, c'est le mur de la honte. D'abord, comment expliquer une décision aussi absurde et en dépit du bon sens, indépendamment du fait que ce soit une espèce d'agression contre l'environnement, c'est une atteinte au patrimoine public. Et il serait temps peut-être que certains avocats se constituent avec des associations pour essayer de voir où le bas a blessé, on va dire. Brahim a soulevé le problème et il a fait des distinguos par rapport à vous entre la pression et l'injonction. Je serais d'accord avec lui si ce n'était la crise ukrainienne avec ses répercussions sur l'énergie. Actuellement, vous avez vu que le ministre des Affaires étrangères espagnol et italien sont venus sur Alger, alors que depuis de très très longs mois, il n'y avait pas de contact à un haut niveau en matière diplomatique, pour justement s'assurer des approvisionnements en gaz. Si la situation le permettait, j'aurais souscrit à l'idée de Brahim, tout en étant en partie d'accord avec Brahim. Mais dans cette phase que nous vivons, je pense que l'injonction ou la pression qui a pu exister auparavant, et on a vu ce qui en est ressorti par rapport aux échanges agrodus entre M. Darmanin et M. Tebboune, en disant qu'il se trompe sur les chiffres, etc., sur la récupération de nos clandestins en France, mais ça participe aussi, mais pour moi, c'est pas la seule fenêtre. Par contre, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement algérien, que ce soit une décision locale, c'est-à-dire au niveau de la Daïra, ça m'étonnerait, au niveau loco-régional, pas. Il faut dire aussi que le Wali est le représentant du gouvernement dans chaque wilaya.
Et je pense qu'il y a il y a une hiérarchie et ça fonctionne de manière très verticale. Le souci, c'est du côté de, moi je connais assez bien cette côte-là pour avoir passé mon service militaire dans la marine à Marseille, de Trouville, Bouzeville, etc. Je la connais très bien. C'est des endroits magnifiques. Et à travers vous et la chaîne, je salue tout le peuple oranais, qui est un peuple accueillant, qui est un peuple vivant, qui est un peuple heureux d'exister. Ce que je voulais dire, c'est que cet acte l'impéritie, l'incompétence du gouvernement, sachant que les deux... Oui, mais Heider, petite précision que je vous demande. Est-ce que vous pensez que le Wali... ce n'est pas que je rejoigne la thèse de Brahim Youn, si nous sommes en train d'en parler, mais est-ce que vous pensez que le Wali d'Oran ou le président de l'APC peuvent, à leur niveau, prendre une telle décision, sachant que ça pourrait leur coûter très cher, parce que le retour de manivelle de l'opinion publique est terrible. Et le Wali aurait déjà sauté si la décision était venue que de lui. Vous ne pensez pas? Non, c'est un problème. Et c'est là où je rejoins Brahim. C'est un problème qui dépend à la fois du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Intérieur. Et même, je dirais, de la Marine nationale. Les deux points de sortie, vous avez parlé de Morsi Ben Mehdi, dont l'ancienne appellation a été porcée, c'est vers Marmilla, et où finalement la frontière entre les plages marocaines et les plages, la plage algérienne, c'est un barbelé. Le point de sortie est du côté un peu de Morsi Ben Mehdi, de Razaouet. Donc l'essentiel, le gros des haragas prennent appui sur ces deux points de sortie, on va dire. Mais je suis intimement convaincu que la décision dépasse largement les attributions du Wali, cela s'entend, il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'il faut, Hassan a tout à l'heure évoqué l'environnement dans lequel baigne toute la population algérienne. Il y a un des commentaires sur votre page Facebook qui dit on casse le thermomètre 3. Mais ce gouvernement n'a pas traité les causes. Il traite un peu les symptômes avec des mesurettes. Et vous avez fait allusion dans votre édito sur les décisions complètement folles du président de la République concernant tous les domaines. Et nous allons y arriver, Heider. Pardonnez-moi de vous interrompre. Nous allons y arriver. Alors, Hassan Hersh, cette thèse soulevée par Brahim Younsi, que cela pourrait être très bien dans l'ordre de la logique des frontières extérieures de l'Europe, le Frontex, qui viendrait s'installer après la Méditerranée côté sud, ça veut dire sur les rivages nord-africains, sur les rivages maghrébins, notamment algériens, et donc que ce mur aurait été dicté, imposé par les partenaires européens qui n'en peuvent plus de devoir accueillir des milliers, voire des dizaines de milliers de haragas. C'est réellement un boat people en gestation. Les gens de l'autre côté de la Méditerranée ont très peur de voir déferler sur eux j'allais dire des centaines de milliers de gens peut-être. Est-ce que cette thèse vous semble plausible ? Enfin, personnellement, j'ai beaucoup de réserves là-dessus. Je ne sais pas si notre ami Brahim a des informations ou c'est juste une hypothèse. En ce qui me concerne, je ne vois pas un gouvernement espagnol ou français ou italien décider d'une absurdité pareille, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas cela qui va empêcher la jeunesse algérienne de partir quand elle veut partir. Quand un jeune prend la décision de quitter son pays, il prend tous les risques, y compris celui de mourir en mer. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut arrêter ces jeunes-là et comment des gens qui sont un peu plus sensés que les nôtres pourraient décider d'une telle décision. Moi, personnellement, j'y mets beaucoup de réserves. Moi, je pense que c'est l'absurdité, tout simplement. Vous savez... si je pouvais reprendre vraiment en quelques secondes la théorie d'un grand psychiatre américain qui était un ami de Freud et qui s'appelle Eric Berne,
et qui nous dit on est gouverné soit par notre partie adulte, c'est-à-dire la morale, la religion, les règles, les règlements, etc., soit par notre partie adulte, c'est-à-dire la rationalité, l'objectivité, le calcul, etc., tout ce qui est rationnel, ou bien par notre partie enfant. Tout ce qui est justement décision intempestive, tout ce qui est bouderie, tout ce qui est fâcherie, etc., tout ce qui est colère, tout ce qui est la non-acceptation d'une remarque, etc., quand on se braque. Eh bien, je dirais que nos dirigeants, malheureusement, sont dans un cas de figure où ils n'ont pas cette partie adulte, c'est-à-dire cette partie rationnelle, objective, qui anticipe, qui calcule, et qui voit le coût social, le coût politique, etc., etc. Donc, il y a dans leur inconscient de groupe la politique israélienne qui a effectivement tronçonné la Palestine en érigeant des murs un peu partout, empêcher les Palestiniens de travailler leurs terres, de passer d'une ville à une autre, d'un endroit à un autre, etc. Eh bien, ils ont pris inconsciemment, ils ont pris exactement la même politique, comme d'ailleurs la politique aussi coercitive, mettre en prison le jeune, moins jeune, les vieux, etc., pour la moindre incartade, etc. Donc, je dirais que c'est plutôt une logique, tout simplement, d'un pouvoir qui a perdu les pédales et qui est en perdition et qui organise une espèce de management de la panique, management de la peur, management, et donc est complètement dépassé. Moi, très franchement, je ne vois pas un gouvernement, quel qu'il soit, européen, ériger des murs, surtout peut-être à part Poutine, mais ériger du mur après la destruction du mur de Berlin. Je pense qu'ils savent très bien qu'aucun mur d'aucune hauteur, quels que soient les miradors, ne peut empêcher un peuple de vouloir s'émanciper. Brahim Younsi, avant de donner la parole, nous allons écouter une dame députée du nouveau Parlement dont tout le monde sait qu'il a été très très largement boycotté les élections de ce Parlement. Le taux le plus bas jamais enregistré dans ce pays avec les élections présidentielles et qui pourtant est passé malgré la fraude. Écoutez cette dame, ce qu'elle nous dit sur l'Algérie de Tebboune, sur l'Algérie nouvelle, nous dit-elle. نشعر بالفخر ونحن نعيش ونشاهد إنجازات الجزائر الجديدة فأصبح لزاما علينا أن نستعرض ما أحرزت عليه المرأة وبات من واجبنا أن نسرع الخطى في تمكينها والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكان التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ. Nous ressentons de la fierté devant les fabuleuses réalisations de l'Algérie nouvelle et autres professions du foi du genre. Brahim Younsi, sur cette histoire de mur, avant de passer, j'allais dire, au côté psychologique de la question, pour voir ce qui agite tout ce monde-là. Donc vous persistez à nous dire que pour vous, c'est un peu la logique du Frontex qui se déploie en Algérie. Absolument. D'autre part, je suis désolé de démentir Hassan. Les murs se dressent dans toute l'Europe pour empêcher l'immigration. Dans toute l'Europe, Orban a dressé un mur. La Pologne est en train de dresser des murs. La Lituanie est en train de dresser des murs entre la Biélorussie et elle. La Grèce, un mur de barbelés, quoi. Les murs, oui, c'est un mur, et des barbelés électrifiés. Hein, c'est la ligne Maurice de chez nous. C'est dire que les murs sont en train d'être dressés dans toute l'Europe. Et des murs qui, semble-t-il, sont infranchissables. Il est possible que certains puissent passer. Trump a construit un mur entre le Mexique et lui. Les murs sont en train d'être dressés partout.
Et j'imagine que d'autres murs vont être dressés bientôt dans d'autres espaces. C'est dire qu'aujourd'hui, il y a une espèce de prison qui sont en train de se construire et l'Algérie va devenir de ce point de vue-là, et je dis bien sur injonction de l'extérieur, une prison, une grande prison pour tous les Algériens qui ne pourront sortir que sur la décision du pouvoir. C'est dire les conséquences que cela peut introduire. Vous parliez de psychologie, Hassan aussi a parlé de psychologie. Vous savez, les psychanalystes, et sans doute vous connaissez tous les trois cela, que... Alors, Brahim Younsi, avant de vous laisser développer sur ce point, j'aimerais d'abord que nous écoutions M. Tebboune pour avoir une idée de ce genre d'attitude, de déclaration, toutes aussi hallucinantes, ahurissantes les unes que les autres, côté psychologique, pour essayer de comprendre ce qui agite ces gens. Alors nous allons d'abord écouter M. Tebboune, qu'il faudra que nous mettions dans ce contexte de murs qu'ils construisent pour empêcher les gens d'accéder à la mer. Écoutons M. Tebboune qui nous parle des 25 milliards de dollars de produits agricoles créés par l'Algérie qui s'apprêtent en ce moment à importer de la pomme de terre. لحقت المنتوج يساوي تقريبا 25 مليار دولار اكثر من المردوديه نتاع الشيء اللي جابوه البترول والغاز اللي يدور حول 24 مليار. هذه نعمه التصدير 5 ملايير خارج المحروقات. Alors il nous dit M. Tebboune qu'il a créé pour l'équivalent de 25 milliards de dollars, plus que la production agricole qui fait vivre l'Algérie à 90%. D'ailleurs, il donne même les chiffres. Nous avons fait 25 milliards de production agricole, alors que les hydrocarbures n'ont généré que 24 milliards, moins. Mais il ne dit pas que ça. Il donne plutôt l'ordre, une sommation, il enjoint au gouvernement de doubler la production céréalière. Rien que ça. Comme ça, il dit, je vous ordonne de doubler la production céréalière. Qu'est-ce qu'il dit aussi il donne l'ordre strict avant les 3 mois. Il fixe un délai butoir. Il dit, je donne l'ordre au secteur de la santé, au secteur de l'enseignement, de l'éducation nationale et à certaines communes, parmi les plus déshéritées. Je leur donne l'ordre de passer à l'énergie solaire en moins de 3 mois. Alors qu'il y a des pays qui ont passé 30 ans et qui n'ont pas encore réussi à passer la transition. Il dit, parlant de l'allocation chômage, en février, le 15 février, il parle de la création pour la première fois en Algérie et, nous dit-il, le seul pays au monde, à part l'Europe, a créé une allocation chômage. Il parle le 15 février pour qu'elle soit réglée, payée aux gens en mars, en 1 mois, pour des millions de chômeurs, qu'il réduit d'ailleurs, lui, à quelques dizaines ou quelques centaines de milliers. Est-ce que tout cela, Brahim Younsi, cette extravagance, cette fuite en avant, cette folie furieuse, ces chiffres absolument hallucinants, on croirait rêver, on a envie de se pincer pour bien vérifier qu'on n'est pas en train de rêver. Est-ce que vous croyez que ça procède de quelque chose d'assez inquiétant au sein de cet homme, dans la tête de cet homme? Pas seulement chez lui, chez beaucoup de nos dirigeants, de ceux qui dirigent ce pays et ceux qui orientent les choses dans ce pays. Vous savez, Hassan parle souvent de psychologie. Les psychologues et les psychanalystes appellent ce que vous venez de dire. C'est la compulsion de répétition. Et pour citer Freud parle à propos de
la compulsion de répétition, d'instinct de mort. Il compare ça à l'instinct de mort. C'est dire que le pouvoir illégitime d'Alger est dans cette compulsion de répétition. Il ne cesse de répéter exactement les mêmes choses. Et mais ce il ne fait pas que répéter, vous venez de Brahim, dire. il ne fait pas que répéter. Il dit des choses absolument hallucinantes, dont Oui, tout mais- le monde aura compris que c'est faux. Par exemple, quand il parle de 25 milliards de Oui, dollars oui. Oui, mais il ne de cesse de produits le agricoles répéter. dans un pays où il y a pénurie en tout, où la pomme de terre McKench, où le Mais lait le- McKench, est-ce que- où les produits ont explosé, les prix ont explosé parfois jusqu'à 200, 300%. C'est moi qui vais vous poser la question. Oui. Est-ce que vous pensez que le peuple algérien est dupe de tout ce qui se passe dans son propre non, pays? justement. Il n'est pas dupe. Mais Il non, sait mais très justement, bien. et c'est Ben pour oui, ça je- que c'est pour ça qu'il faudrait qu'on essaie de comprendre Oui. que Bono aussi sait que le peuple algérien ne va pas croire à Ah ses oui, sornettes. c'est la raison Alors pour pourquoi laquelle- le dit-il? Pourquoi C'est est-il la dans raison cette... pour laquelle je parle de cette compulsion de répétition. Il ne cesse de répéter les mêmes choses pour faire passer le mensonge. Vous savez, ce dont vous avez parlé à l'instant également, c'est ce que vous avez appelé la fuite en avant, où les faux fuyants du pouvoir et de Abdelmadjid Tebboune en particulier, parce que les dirigeants sont dans une sorte d'illusion. Je dis bien d'illusion, c'est-à-dire qu'ils éludent la réalité, ils évacuent la réalité. Et chez Sartre et chez Flaubert, Sartre parle par exemple du garçon de café. Vous savez, quelqu'un qui fait le garçon de café, qui essaie de servir parce qu'il venait d'être recruté, c'est dans l'être et le néant, etc. Et il s'est forcé à jouer le garçon de café, comme un acteur le ferait. Et Sartre finit par cette phrase, il joue le garçon de café. Et dans Flaubert aussi, il y a cette illusion, cette façon d'éluder, et on l'a vu dans Madame Bovary en particulier, et ils sont dans l'illusion. Je crois que je ne suis plus en ligne. Si, on vous entend très bien. Il y a des petits problèmes sur l'image, mais on vous entend bien. D'accord. Donc, dans Flaubert, par exemple, il dit que c'est la vérité qui est contrefaite par la double du prix. Donc nous sommes dans des doubles et triples du prix par le pouvoir. Il essaye de duper la population, mais il n'y arrive pas. Parce que la réalité, je ne vais pas citer Saint-Exupéry, la réalité est là et les réalités sont là pour que le peuple voit sa propre réalité et il vit une réalité terrible. Hassan Hersh, sur cette très curieuse disposition de M. Tebboune, surtout lui, qui est un peu dans ce... C'est incroyable, c'est hallucinant. D'ailleurs, je me permets de répéter, je l'ai déjà dit il n'y a pas longtemps, j'ai raconté ces histoires à un journaliste français. Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, vous savez, Jamaldine, ça vous dessert de raconter des histoires comme ça, parce que personne ne va vous croire. Vous desservez votre combat, ce n'est pas sérieux, ça ne peut pas être. Des choses comme ça sont invraisemblables. Vous ne devriez pas exagérer autant. Il ne m'a pas cru. Il s'est permis de m'insulter, de me traiter quasiment de menteur. Tellement c'est gros, ça n'a pas pu passer sa logique. Comment M. Tebboune ne se rend-il pas compte que quand il dit des choses pareilles, vous imaginez, j'ordonne à tel et tel secteur de passer à l'énergie solaire en 3 mois, le secteur de l'éducation et le secteur de la santé au niveau national. J'ordonne à des communes entières de passer sur l'éclairage public à l'énergie solaire. Je demande au gouvernement de doubler la production céréalière.
expliquez-moi, Hassan Hirsch. Expliquez-nous. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un délire total. Moi, je reviens à l'explication tout à l'heure. C'est-à-dire, si je reprends le schéma d'Éric Berne sur les états du moi, là, c'est l'état du moi enfant qui parle. C'est-à-dire que quand on n'a pas justement ce côté rationnel, objectif, d'anticipation, de calcul, de savoir combien ça coûte, etc., c'est-à-dire de maturité, eh ben, qu'est-ce qui a à la place? Eh ben, tout ce qui est de l'ordre chimérique, de l'ordre du rêve, de l'ordre du mensonge, tout ça, c'est vraiment infantile. C'est-à-dire que malheureusement, l'Algérie a inventé un système infantilisant. Et à partir du moment où, justement, ils ne maîtrisent pas la réalité, eh ben, ils vont y aller dans des chimères, ils vont y aller dans des constructions, des rêveries. Et ça, ils construisent des espèces de romans, un peu comme décrivait Brahim tout à l'heure sur Madame Bovary, etc. Tout ça, c'est des fantasmes en réalité. Et donc, on assiste malheureusement à une césure, à un fossé complètement entre la réalité du terrain, entre la réalité sociale, la réalité politique, la réalité du terrain, et puis ce qu'ils rêvent, ce qu'ils voudraient que ça soit. Mais être dans un tel déni, c'est un problème de être dans un tel déni, alors qu'il sait que ceux qui l'écoutent n'y croient pas un instant, puisqu'ils sont dans cette vie, ils sont dans la vraie vie. Ils savent par exemple qu'il n'y a pas de produits agricoles à provision sur le marché, qu'il est impossible que l'Algérie ait pu produire pour 25 milliards de dollars. Ils le savent, et lui il sait qu'ils le savent. Et s'il y est malgré tout, il est dans quoi ? Dans le délire, il est dans quoi? Est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est un fief et menteur? Comment expliqueriez-vous une telle attitude? Non, je pense très franchement que c'est une situation totalement névrotique. C'est-à-dire tout simplement qu'on finit même croire à ses propres mensonges. Je ne suis malheureusement pas sûr qu'il soit conscient de la non-véracité des propos qu'il dit, parce qu'il a un certain nombre de collaborateurs, ils sont dans la flagornerie, donc il lui passe des fiches qui puissent lui faire plaisir pour qu'ils soient maintenus à leur poste, pour qu'ils disent qu'ils travaillent, pour qu'ils disent qu'ils ont réalisé, qu'il y a des résultats, etc. Un peu comme la dame que vous nous avez passée tout à l'heure, qui parlait donc des résultats extraordinaires, mirifiques complètement à l'Assemblée nationale, sans aucun chiffre, sans aucune preuve, sans aucune donnée, sans aucune image réelle de terrain, soit agricole, industriel, artisanal, touristique, sanitaire, éducatif, etc. Tout ça, évidemment, blanchit complètement. On érige justement une espèce de mur blanc où on dit, voilà, vous voyez, tout est pur, tout est formidable. C'est un délire obsessionnel, M. Benchenouf. Et le système algérien, je vous parle bien du système, c'est-à-dire que ça englobe aussi bien les institutions civiles, les institutions militaires, etc. Malheureusement, ce système-là est complètement malade, illogique et il est dans l'impasse. Et quand on est dans l'impasse, eh ben, qu'est-ce qui se passe? On invente, on est dans la perdition, on essaye de raccommoder par la phraséologie, par les chimères, c'est-à-dire on prend ses désirs pour des réalités, et ça, effectivement, c'est un problème psychologique, malheureusement, qui est d'une grande profondeur, et c'est le système qui est malade. Idir Nouren, sur cette question, comment voyez-vous ce délire? Non, moi je pense qu'on est complètement dans un déni de réalité, mais ça ne suffit pas simplement à le déclamer ou à le constater. Il me semble, à mon sens, que c'est vrai que la personnalité de M. Tebboune pose problème. Il n'y a qu'à le voir dans ses exercices mensuels avec les journalistes pour la plupart obséquieux, qui ne vont pas au fond des choses, où les réponses sont en dépit du bon sens, en dépit de la logique, qu'on aurait attendu d'un président de la République qui trace le cap. J'ai toujours dit que M. Tebboune, quelles que soient les conditions qui ont présidé à son élection, est un homme seul. Il est en train, évidemment, d'essayer de se constituer une clientèle en entamant certains rapports de force, même par rapport à l'état-major,
pour asseoir éventuellement un peu de pouvoir. Mais si on sort de cette dialectique-là, nous arrivons à quoi? Nous arrivons à une chose, et je l'ai dit depuis plusieurs mois sur votre plateau. C'est un homme esselé, c'est un homme qui n'a pas de parti politique, qui n'a pas de société civile, qui est véritablement seul. La plupart de ses conseillers ne peuvent pas encourager M. Tebboune à commettre des bourdes sur des bourdes. Au-delà de ça, ce n'est pas un homme politique. Ça, il faut le prendre en considération. 1. Deuxièmement, il n'a pas la culture politique. 2. Troisièmement, il manque de culture en règle générale. 3. C'est pas ce que l'on attend d'un président de la République qui doit évidemment être le cœur nodal du pays tout entier en donnant le cap, en disant l'Algérie 2030, l'Algérie 2050, en donnant une vision, un cap. Mais ça ne suffit pas non plus. Moi, j'avais souvent dit, même quand M. Sellal et M. Ouahia étaient Premier ministre, je parlais souvent de dysfonctionnement. Ce pouvoir n'est pas incarné. Maintenant, si on doit revenir à l'aspect psychologique de M. Tebboune, bien sûr qu'il est dans un déni de réalité le plus total. Il a ni les chiffres, il n'a pas l'appréciation, il n'a absolument rien pour lui. On se demande, la flopée de conseillers qui l'entourent, à quoi servent-ils en fait? Mais pour en revenir à autre chose, parce que vous m'avez passé mon tour tout à l'heure, la nécessité d'une transition est d'une impérieuse nécessité. Et on a des évolutions très rapides au sein de nos sociétés. Elles peuvent être même incertaines. Il y a nécessité pour nous tous, opposition, citoyens, société civile à renouveler, de construire de nouvelles légitimités. C'est par ce travail-là que nous pourrons arriver peut-être, et avec beaucoup d'efforts, avec un engagement, avec un certain niveau de détermination, à essayer de supplanter et de remplacer le système. Mais on oublie très souvent que la situation dans laquelle nous sommes est le produit de la politique de l'ancien chef d'état-major, M. Gaïd Salah, qui nous a amenés dans cette impasse. Nous avons trop tendance à l'oublier. Il ne sert à rien, personnellement, de me dire que M. Tebboune est atteint, il ne voit pas les choses, il est dans le déni. Mais ça ne résout pas le problème. Ça ne nous résout pas notre problème. Nous sommes en attente d'une démocratie. Comme j'ai dit, il y a nécessité de construire de nouvelles légitimités. La culture politique doit revenir au premier plan. Comment dire, le développement économique, social, c'est un préalable aussi à l'émergence de la démocratie. C'est ces questions qui doivent nous agiter. Parce que M. Tebboune, en lui-même, ou entouré par son clan, quand je dis son clan, ses subalternes, ses conseillers, etc., ne règle pas le problème de l'Algérie. Nous avons un problème politique grave. On a trop tendance à s'en éloigner et à expliquer des dysfonctionnements de l'État, des décisions intempestives, des décisions en dépit du bon sens et tutti quanti. Ça ne peut pas faire avancer la cause du Hirak. Et je vais vous dire une chose par rapport à Hirak, comme je l'ai dit la dernière fois à M. Benchelouf, le Hirak est une conscience. C'est une conscience de chaque instant. Et je vous prie de bien vouloir m'écouter sur ce point-là. Vous savez, même si nous rentrons dans cette espèce de démocratisation, l'acte de démocratiser, le Hirak sera toujours là en substrat et sera toujours là, évident, parce qu'il s'agit de l'idée du Hirak, d'un remplacement d'un système par un autre. Monsieur Tebboune, moi, en tant que personne, ne m'intéresse pas du tout. Et ce qu'il fait actuellement, c'est le produit d'une politique qui sera traitée de manière marginale et dans les cours d'histoire et dans l'histoire du pays. Moi, ce qui est intéressant pour nous, pour tout le peuple algérien, c'est comment construire cette alternative-là pour justement ne plus avoir affaire à des personnages du niveau de M. Tebboune qui arrivent à la présidence de la République avec un discours indigent, indigent politiquement, indigent culturellement. Vous l'avez dit dans votre édito, décider au mois de février d'une allocation chômage avec des conditions d'éligibilité qui sont obscures et qui vont être contre-productives. Moi, j'attendrai du président de la République qu'il nous fasse le compte-rendu des enquêtes sur les incendies de la Kabylie, qu'il nous fasse le compte-rendu sur la pénurie d'oxygène qui a occasionné des centaines de morts,
C'est toutes ces questions qui doivent agiter encore la société. Idir, nous allons l'écouter nous dire un peu ce qu'il a à nous dire. Écoutons-le, Monsieur Tebboune. أول ما زدنا أنا زدت في القدرة الشرائية. نساش باللي فيه ملايين تاع مواطنين نحيت عليهم ضرائب. تزيدهم بالأقل 20-25% في المرتب. رفعت الحد الأدنى للأجور. الشيء اللي ما ندارش هذه 10 سنوات ولا أكثر. في ظرف لأن شغلنا الشاغل هي الطبقة الهشة، الطبقة هذه لا الزيادات اللي الناس تتكلم عليها كثير تاع المحروق نتاع الوقود، المحروقات بصفة عامة. الزيادات هذه بعض الدراسات اللي دارت نتاع الوزارات المعنية التأطير نتاعها يكاد لا يذكر. هذا هو الوقت نتاع المضاربة. نعم. وصرات في دول أخرى لا بومب تلقى زايدين فيها 3 زورو بينما البترول بروحه ما طلعش ب 3 زورو لباريس. Alors, il nous déroule le palmarès de ses réalisations, de ce qu'il a fait pour les Algériens. Entre autres, par exemple, il dit j'ai augmenté le SMIC. Et c'est vrai, il a augmenté le SMIC de combien? De 2000 dinars. Et pour les gens qui ne connaissent pas très bien le dinar algérien et les prix du marché, 2000 dinars algériens représentent exactement 2 kilos de sardines. Ce qui fait qu'en fait, il a augmenté le SMIC de 2 kilos de sardines, hein, pour vous faire une idée. Mais nous allons encore l'écouter, M. Tebboune. من الناحية الاقتصادية الخلل واضح، إمكانيات هائلة تاع البلاد وإحنا في وضع اقتصادي ما نقولش مزري ولكن يكاد أن يكون مزري، والإمكانيات موجودة. أنا سبق لي قلت الدراهم موجودين وناخذهم وين ما راهم ناخذهم، عارف أنا وين ناخذهم. أنا التزمت في البرنامج بلي نرفع القدرة الشرائية نتاع الطبقة الشغيلة ونتاع الطبقة الوسطى. أنا ملتزم باش نقص ولا نحي نهائيا ضرائب على 30,000 دينار ولتحت. أنا عندي فكرة كيف تجيب الفلوس ويجوا إن شاء الله. لو كان واحد فيهم يرجع، غير واحد يرجع الشيء اللي ظن باللي لازم يرجعوه نجيبوه، أنا نوعدك باللي نحل نهائيا هذا المشكل اللي كان مطروح ويخوفوا به الموظفين البسطاء منهم أخص نتاع التقاعد. Alors là aussi, il dit quelque chose pour ceux qui n'ont pas compris l'arabe. Hassan Hirsch, il dit entre autres, hein, il dit nous avons d'où ramener l'argent, et il parle de l'argent qu'il avait promis pendant sa campagne électorale, l'argent qui a été volé, dilapidé et expatrié, exfiltré dans des banques étrangères. Il le dit clairement, il dit, écoutez bien, c'est fort de café, il dit je sais d'où le ramener cet argent, et cet argent est énorme, et il va pouvoir nous permettre de tout régler. Et il dit plus, si un seul, parmi les gens qui ont volé l'Algérie, que je connais, ceux que je connais, si un seul parmi eux remboursait l'argent qu'il a volé, il y a de quoi régler tous les problèmes algériens, il n'y aura plus de problème. Ce qui fait qu'il est en train de parler d'une somme de l'ordre de milliers, de centaines de milliards de dollars. Pour un seul, vous imaginez. Alors, sinon, on revient à un tour de micro. Brahim Younsi. Avant de passer au sujet de la répression et des prisonniers politiques et des détenus d'opinion en grève de la faim, un dernier tour de micro sur ce sujet de Tebboune. Nous allons écouter le ministre de la Communication à Oran qui nous parle des Jeux méditerranéens, et nous allons donc consacrer ce dernier tour de micro à ce sujet. Écoutons Monsieur le ministre. وكل مواطني الجزائريين وبالخصوص مواطنين ولاية وهران والولايات المجاورة لوهران،
لان هما كما يقول لك هما لي زاكتور تاع الالعاب هذه، وهما الصوره الحقيقيه تاع الجزائر. وحنا على كل حال واثقين باش الصوره اللي يعطوها لنا هي تكون الصوره اللي انا نشوفوا فيها تاع الجزائر. Brahim Younsi, expliquez-nous comment ce monsieur qui est en train de dire nous avons réglé tous les problèmes, il n'y avait que les ennemis de l'Algérie à parler de problèmes pour la préparation des Jeux méditerranéens, etc., etc. Nous avons tout réglé, nous sommes fin prêts et dans le même temps, ils sont en train d'ériger des murs hideux sur tout le littoral oranais, là où doivent se tenir les Jeux méditerranéens. Ça veut dire quoi ça? Vous savez, d'abord, permettez-moi de dire que je suis d'accord totalement d'accord avec mon ami Idir sur la question de l'alternative à construire. Parce qu'il me semble que c'est de cela dont il a parlé. Il est vrai que l'opposition, il faut le dire, il faut peut-être même lui consacrer quelque temps à cette opposition qui vit aujourd'hui, il faut le dire, il faut être honnête, qui vit dans un climat malsain et il faut en sortir et absolument en sortir. Ce que dit ce ministre et ce que disait avant lui celui qui prétend être le chef de l'État, vous me laissez juste 2 minutes pour justifier pourquoi je dis celui qui prétend être le chef de l'État. Tous ces mensonges révèlent en vérité l'impuissance de ce pouvoir illégitime, parce qu'il est dans l'impuissance. Alors il veut vivre par les fantasmes. Et il est dans l'impuissance parce qu'il n'est pas élu démocratiquement. Ce n'est pas un pouvoir démocratique pour pouvoir prendre des décisions. Et je vais le démontrer tout à l'heure parce que c'est public. Et aussi, il est dans l'impuissance parce qu'il est sous la subordination de l'armée qui exerce sa tyrannie à la fois sur le pouvoir politique, entre guillemets, et sur la population. Pour preuve de cette chaponisation du pouvoir, parce que ce pouvoir est chaponné, et parce que le rôle et les prérogatives... Je rappelle, Brahim Younsi, chaponné, vous parlez du Japon, bien sûr. Évidemment. Que oui. Le Japon est un coq dont les propriétaires, ont, j'allais dire, castré, c'est ça, hein? Exactement. Merci de l'expliquer. Il vient d'installer, par exemple, l'inspection générale de la présidence, le jeudi dernier, le 3 mars. Celle-ci, dans le texte, celle-ci peut enquêter dans tous les secteurs, je reprends les termes, à l'exception de la défense nationale et les activités juridictionnelles. C'est dire que l'inspection de la présidence de la République ne peut pas contrôler la défense nationale et les activités juridictionnelles. C'est-à-dire que ce président de la République n'a pas de pouvoir. Les pouvoirs réels ne sont pas entre ses mains. Donc il joue les faire-valoir des vrais pouvoirs. Il y a, et vous le savez, une représentation du système. Et cette représentation du système est en complet veston. Et elle ne peut strictement rien. Elle est inutile en vérité et complique le débat politique, complique la solution politique. Parce que nous savons que... Qu'est-ce que vous voulez dire elle est en complet veston et qu'elle ne peut rien faire? Parce que permettez-moi l'expression, parce que c'est un encadrement importé. C'est un encadrement qui n'émane pas lui aussi du peuple algérien. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un encadrement complet veston et qui fait que le pouvoir militaire
les nomme et peut les dénommer, leur donner des injonctions, leur imposer un certain nombre de choses. Il en est ainsi du président de la République, il en est ainsi du Premier ministre et bien sûr de tous ceux qui sont censés prendre des décisions pour le pays et censés faire les réformes nécessaires pour que les Algériens puissent vivre chez eux, pour que les jeunes ne brûlent pas les frontières, pour que le SMIC soit un SMIC réel. Et pour qu'il ne soit pas besoin de construire des murs. Restez avec nous, Brahim Younsi. Je reviens à vous. Hassan Hiresh, je vous demanderai d'être assez bref, vous et Idril Nourn, pour pouvoir parler du dernier volet de l'émission. Sur ces Jeux méditerranéens qui approchent à grands pas, le 25 juin, ils doivent durer un mois, jusqu'au 25 juillet, recevoir beaucoup d'étrangers qui vont découvrir une corniche oranaise, voire même peut-être tout le littoral oranais complètement bétonné. Non seulement la corniche oranaise, mais l'intérieur aussi du pays, parce qu'à partir du moment où on accepte des Jeux méditerranéens, on va accepter la presse étrangère, effectivement, donc le regard extérieur. Or, jusqu'à présent et depuis 1962, ce qui fait peur aux dirigeants algériens, c'est le regard étranger. C'est-à-dire que réprimer à huis clos, faire des conneries à huis clos, avoir des projets farfelus à huis clos, etc., tout ça ne les gêne pas. Mais dès lors qu'il y a l'œil extérieur, on a vu d'ailleurs des petits reportages insignifiants sur France 24 et sur Arte, ont été vraiment un grand bouleversement politique et géopolitique. Ça a complètement déstabilisé la nomenclature au pouvoir, ça les a complètement effrayés. Et donc j'imagine que là, effectivement, ils auront beaucoup de mal à museler tout le monde. Il y aura forcément des fuites, il y aura forcément des caméras, il y aura forcément des interviews des gens, etc. Il y aura des images et l'Algérie montrera quelque part une partie de son vrai visage. Pardon ? Montrera alors une partie de son vrai visage. C'est ça, une partie de son visage réel. Et donc, effectivement, ça c'est particulièrement gênant pour les gens qui nous gouvernent parce qu'encore une fois, tous les pays d'ailleurs de dictature n'ont jamais voulu accepter des journalistes, de touristes, d'étrangers, de critiques venant d'ailleurs, etc. On fait passer ça comme étant de l'ingérence, comme étant des attaques, comme étant de la nostalgie, de la colonisation, de l'impérialisme, du colonialisme, du néocolonialisme, etc., etc. Tout le vocabulaire que vous connaissez, qui en réalité se résume tout simplement à ce que le regard étranger peut tout simplement faire dégonfler la peau de baudruche, peut faire tout simplement faire pchit par rapport à tout ce qui est discours de mégalomanie qu'on a entendu, le développement. Et restez avec nous, Hassan Hiresh. Pardon de vous interrompre. Sur ce point, sur les Jeux méditerranéens, en même temps que l'érection de ces murs de la honte, ces murs de la laideur qui sont érigés un peu partout à l'ouest. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire très rapidement et dire avant de passer à au dernier volet de l'émission? Les Jeux méditerranéens ont été programmés depuis fort longtemps, depuis au bas mot 7-8 ans. C'est vrai que c'était à l'époque, je me rappelle des Jeux méditerranéens de 75, qui était une fête pour le pays, et Dieu sait qu'on vivait sous l'ère de Boumediene, mais tout était tout aussi verrouillé. Mais le pouvoir à l'époque était incarné. D'ailleurs, il serait temps qu'on fasse un droit d'inventaire sur tous les passages qu'on a eu à vivre en tant que jeune Algérien à l'époque et moins jeune. Quoi dire de ça? Si cette déclaration est à l'image du pays, tout simplement, et à l'image de l'incompétence de ce gouvernement, j'en dis pas plus. Voilà, pour passer au dernier sujet. Restez avec nous, alors nous allons parler de la grève de la faim et
des prisonniers politiques. Brahim Younsi, comme chaque jour, quelle que soit la thématique de l'émission, nous consacrons chaque jour une partie de l'émission, même si elle est très courte, aux grévistes de la faim, les prisonniers politiques et détenus d'opinion qui sont à leur 39e jour de grève. Alors, Brahim Younsi, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Cette question des détenus politiques et singulièrement des grévistes de la faim qui sont, je l'imagine, dans une situation extrêmement périlleuse, peut-être même leur vie est déjà en jeu, que leur pronostic vital est déjà engagé pour un certain nombre d'entre eux, à moins qu'on leur apporte une assistance médicale d'une manière ou d'une autre. En tout cas, 40 jours, pratiquement 40 jours de jeûne total. C'est un combat que des braves seulement peuvent mener et plus d'une quarantaine de détenus politiques sont en train de mener un combat qui mérite d'être soutenu plus qu'il n'est soutenu encore aujourd'hui, parce que souvent on oublie de parler effectivement de ces détenus politiques, parce qu'ils maintiennent, ils gardent encore la révolution du 22-02 vivante, et à travers eux, cette révolution montre qu'elle n'est pas, comme disent certains, mauvais joueurs, entre guillemets, y compris dans l'opposition, ou entre guillemets, que cette révolution serait finie, serait achevée, alors que cette révolution n'a jamais été, permettez-moi de le dire comme cela, n'a jamais été aussi vivante. Pourquoi elle n'a jamais été aussi vivante? Parce que le lien qu'elle a instauré entre les Algériens, ce lien qui a été défait à un moment donné, elle a retissé le lien et les liens entre les Algériens, et ce lien demeure, existe, continue d'exister. Et cela est extrêmement important parce que ce lien ne mourra pas. Hassan Hiresh, en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Je voudrais revenir sur vraiment 3 mots sur les histoires de murs là. Évidemment, chacun a son idée là-dessus, mais je suis persuadé que l'Europe n'est pas en train de dresser des murs un peu partout. Bien sûr, il y a certains pays qui veulent empêcher l'immigration de rentrer chez eux, mais ils construisent des murs ou des barbelés chez eux, dans leur pays. Ils ne vont pas construire en Égypte, en Algérie, au Maroc, etc., dans les pays d'où vient cette immigration-là. Moi, mon avis, il faut vraiment regarder, il faudrait demander aux Oranais de regarder ce qu'il y a derrière le mur-là, sur le rivage, s'il n'y a pas une pollution invraisemblable, insoutenable, etc., qui veulent absolument cacher, ou quelque chose dans ce sens-là plutôt. Je termine là-dessus. Pour revenir justement aux prisonniers, moi je pense qu'aujourd'hui, les arrestations qui se produisent, c'est une façon d'individualiser le Hirak. C'est-à-dire que jusque-là, c'était comme l'a dit Brahim et Idir, comme l'ont bien précisé, c'est la fraternisation, c'est la cohésion sociale, c'est comment dire, une espèce de retour vraiment au peuple uni. Et là,
en s'attaquant à des individus, c'est une tactique connue dans tous les pays de dictature, c'est-à-dire briser cet élan collectif en individualisant la lutte. C'est-à-dire tout simplement nous intéresser effectivement à des cas particuliers. Moi, je pense que quelque chose de symbolique qui pourrait être fait justement pour défendre les prisonniers, c'est à la fois effectivement, comme le disait hier votre invité, Monsieur Salhi, pour aider les familles peut-être à partir d'ici, etc. Mais symboliquement, peut-être faire des pèlerinages sur la tombe de Kamel Din Fakhar. Parce que Kamel Din Fakhar a fait une grève de la faim justement quand il était en prison et ils l'ont laissé mourir. Et ils ont refusé de lui apporter des soins adéquats. Il est mort en prison, c'est un assassinat déguisé. Moi, je pense qu'il y a cette forme de protestation qui peut être reprise, aller en pèlerinage peut-être chaque vendredi et éventuellement aussi rendre hommage et aller en pèlerinage sur la tombe de l'Akhdar Bourga'a. Je pense qu'on peut symboliquement comme ça montrer justement que la fraternisation ne peut pas être brisée par cette politique justement d'individualisation de la politique. Idirou Nouren, vous avez le mot de la fin en moins de 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, pour revenir aux détenus politiques et détenus d'opinion, c'est un acte de résistance majeur parce qu'ils sont déjà incarcérés. Le système judiciaire algérien porte une grande part de responsabilité dans la prolongation de la détention provisoire. Le législateur algérien a dit que le mandat de dépôt devrait être une exception. Ils en ont fait une règle. Et quand ils ont fait la répartition des grévistes de la faim dans différents centres de détention, et nous avons eu à le dire tous ensemble, c'est d'abord une procédure illégale. D'abord, parce qu'ils n'ont pas été encore jugés, et c'était en justice. Que prévoit la loi algérienne? Elle dit globalement, je ne suis pas encore une fois un technicien du droit, les détenus doivent être en fait emprisonnés dans des centres de détention jusqu'à ce que les sentences soient prononcées. C'est à partir de ce moment-là qu'on les transfère vers des centres de détention primitifs. La justice a une très grosse part de responsabilité, comme j'ai eu à le dire. Elle est dans l'indignité la plus totale et nous ne pouvons pas fonctionner. Et c'est ça les objectifs du Hirak. C'est justement de dépolitiser l'action judiciaire et de dépolitiser le système judiciaire algérien. Que fait j'ai un ami qui vient d'être arrêté depuis 48 heures, M. Tarak Bouass en prison. Que fait le général Ardili encore une fois en prison? Que fait Hamou Boumeddine, Bouaziz et tant d'autres, le Trérarès, Tajadi, toutes ces personnes-là. Plus de 300 prisonniers politiques. 300 prisonniers politiques, pour moi, le système judiciaire algérien est dans l'indignité la plus totale. Et moi, je pense qu'ils seront comptables, non pas comptables de manière coercitive, ils sont comptables devant leur propre conscience. Et ils seront comptables une fois que toute cette histoire sera terminée. Merci Idirou Nouren, merci Ibrahim Younsi, merci Hassan Hairach. Je rappelle et je remercie Hassan Hairach de l'avoir évoqué, la mémoire du docteur Kamel Din Fakhar, qui était en grève de la faim et dont je vous rappelle qu'il était médecin. Ça veut dire qu'il connaît les risques et qui est quand même décédé. C'est dire que cette mort est éminemment louche, comme celle de Mohamed Tamalt, journaliste qui lui aussi était en grève de la faim, qui est mort en prison et sur le corps duquel sa famille a décelé des traces de coups. Mohamed Tamalt, Rabbi Rahmou. Kamel Din Fakhar, Rabbi Rahmou. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.